À 13h05 sur RMC, c'est à vous Éric Brunet. Merci Marine, je reçois aujourd'hui André Berkoff, journaliste, écrivain, iconoclaste, comme on les aime, un poil à gratter de la République. Et je suis très heureux de le recevoir. Alors lui, il fait partie de ceux qui pensent que la désagrégation, la révolution ou la grande révolte sociale sont pour bientôt. Et vous, mesdames, messieurs, qu'en pensez-vous ? RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, je suis pas persuadé, mais alors pas du tout, moi, que vous allez, dans les mois qui vont venir, vous révolter contre le système. Je crois pas à la grande révolution, d'abord parce que sur le sujet, je suis un peu gaulliste. Je pense que les Français sont des veaux. Voilà, nous sommes en tout cas assez moutonniers, assez sages. Il suffit de regarder notre comportement dans un embouteillage qui dure 1 heure. En réalité, on pense que tout le monde s'énerve, mais pas du tout. On a appris la résignation. On a appris la passivité. Les Français n'ont pas envie du changement qui serait pourtant indispensable au pays. Regardez, moi je trouve que nous sommes attachés à nos petits avantages, à nos petits privilèges, à nos petits arrangements. On préfère conserver un régime politique tel qu'il est, même si on n'est pas d'accord, même si il est médiocre. Eh bien, on se dit que on va garder nos petites prérogatives. Une révolution, ça se produit quand les opposants, qui n'ont pas forcément quelque chose en commun, mais quand les opposants s'entendent au moins sur un objectif partagé. Là, partons-en des objectifs partagés. Il y a la moitié de la France qui veut moins d'État, l'autre qui veut plus d'État. Moi, je crois pas à cette révolution dont nous parle Berkoff. Et puis à chaque fois qu'il y a un début de révolution, au bout de 3 jours, le gouvernement cède. Hein. Donc voilà. Alors j'ai regardé un sondage. Plus de 6 Français sur 10 souhaitent qu'une révolte éclate. Alors Berkoff a raison, oui, mais en fait, moins de la moitié pensent que ça a des chances de se produire. C'est un sondage réalisé par Louis Harris. André Berkoff, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez les chercher où, vos arguments qui militent pour le grand chambardement social ? Les arguments sont là, il suffit de les regarder, de les voir. D'abord, je ne parle pas de révolution, je parle de soulèvement. Je parle de grand soulèvement. Je parle d'implosion de la France. Dans mon livre, c'est chronique d'une implosion annoncée. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire, il y a pour la première fois depuis très longtemps l'addition de 3 crises. 3 crises. Une crise dont vous parlez tout le temps, tout le monde, la crise économique. On va y revenir si vous voulez. Deuxième crise, la crise identitaire, la crise culturelle. Qu'est-ce qu'on est, qui on est, quelles sont nos valeurs collectives et autres. Et troisième crise, la crise du pouvoir. De tous les pouvoirs, pas seulement en France. Le pouvoir est en train de s'éroder. Le pouvoir est une termitière qui est en train d'être rongée de l'intérieur, même si les apparences sont là. Donc, quand vous additionnez ces 3 crises, quand vous, comme disait Ivan Illich, le taux de frustration dans un pays dépasse le taux de production, je crois que tout peut se produire. Je ne dis pas, je ne vais pas jouer les voyants de sous-préfecture, je ne dis pas que ça va se produire demain ou dans 6 mois. Les voyants de sous-préfecture, je l'adore. Mais je dis que ça va se passer, parce qu'à un moment donné, vous savez, les moutons, c'est très bien, mais quand ils ont plus d'herbe à manger, quand ils ont plus d'herbe à bouffer, et ben là, les moutons, ils peuvent se transformer en autre chose. En loup, par exemple. En loup, par exemple. Vous êtes nombreux à appeler. Tiens, dans un instant, nous prendrons Nicolas, qui n'est pas d'accord, Christophe, qui est d'accord avec Berkoff, Camille, le Brunet maîtrise. Sur quoi vote-t-on aujourd'hui ? Alors, pour toi, Eric, les Français sont trop passifs et résignés pour faire la révolution, ou alors en tout cas, vous allez voter pour savoir si vous êtes plutôt du côté d'Éric Brunet ou plutôt du côté d'André Berkoff qui prédit l'implosion de notre modèle social et politique. Le soulèvement, voilà, dit Berkoff. Le soulèvement. Implosion et soulèvement. Voilà. Absolument. Votez sur rmc.fr. Je vous invite aussi à voter, bien entendu, par SMS. Vous envoyez oui si vous êtes carrément d'accord avec Eric, non pour carrément pas d'accord, au 6 10 71. Oh là là, il y a énormément d'appels au 32 16, pas d'accord avec moi. Donc des gens qui écoutent RMC à 7 secondes et qui pensent comme Berkoff d'ailleurs, eh bien que dans les prochains mois, le grand soulèvement de la France aura lieu. On les écoutera dans 1 seconde. Soyez le premier à donner votre avis dans Carrément Brunet sur RMC. Appelez le 32 16. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet. La nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, ça n'a jamais eu lieu. Aux nantis d'hier ont succédé les favoris d'aujourd'hui. Ça va puter! Moi je vous l'avais dit! On peut comprendre que des millions de citoyens se regardent, écœurés, furibards, et se disent que décidément, vivre selon les règles, payer ses impôts, relève désormais d'une naïveté de bisounours, pour ne pas dire de con. Faut que t'arrêtes de subir la vie et d'être une victime en permanence. Nom de Dieu, dit le soleil se lève avec ou sans toi, hein, et tu te lèves pas, il n'en a rien à foutre. Hein. Éric Brunet.
Voilà, respect, honneur et admiration pour le camarade Berkoff. Je l'aime bien, Berkoff, et je suis tellement heureux et flatté de l'accueillir dans mon studio. Rebonjour, André. Merci, Eric. Bon, j'embrasse, Jason et Nafissatou qui sont au standard au 32-16 et qui me disent qu'il y a beaucoup d'appels. Donc on va commencer tout de suite, si Berkoff est d'accord, avec Nicolas qui m'appelle des Bouches-du-Rhône, 32 ans. Cher Nicolas, bonjour. Bonjour Eric, bonjour André. Vous faites quoi dans la vie, Nicolas ? Je suis agent commercial, je sillonne les routes de France. Ça commence comme un jeu à la con. Je commence à dire oui, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes marié ? Vous aimez les animaux ? Bon, je ne suis pas marié et j'aime les animaux. Très bien. Plus sérieusement, Nicolas, sur cette question. Aujourd'hui, Berkoff sort un bouquin dont je vais évoquer le titre dans quelques instants, mais dans lequel il dit le soulèvement, l'implosion sociale, c'est irrémédiable. On va vivre cela dans les prochains mois. D'accord ou pas, mon cher Nicolas, avec ça ? Je suis complètement d'accord avec ton invité. Habituellement, je suis souvent dans ton sens, mais là, je suis d'accord avec ton invité et carrément contre ce que tu dis, que les Français sont des veaux et qu'il va rien se passer. Aujourd'hui, je vois sur l'ensemble de mon activité, les gens que je peux rencontrer sont vraiment à bout de nerfs. On sent qu'il y a vraiment une tension qui est en train de s'installer et c'est vraiment très malsain. Comme dit ton invité à l'instant, les moutons, une fois que les moutons n'ont plus d'herbe dans le pré, ils vont se transformer, ça c'est clair. Oui, mais alors, Nicolas, d'accord avec cet argument, je vais passer dans un instant le micro à Berkoff, mais d'accord avec cet argument, sauf que les moutons qui pourraient devenir des loups sont tous en désaccord contre eux. Il y en a qui disent c'est scandaleux, l'État nous abandonne, c'est fini, je veux plus d'État-providence. Il y en a comme moi qui disent l'État-providence est devenu insupportable, il faut limiter, le circonscrire à ses missions fondamentales et pour le reste terminer. Voilà. Et donc on est tous en désaccord. Comment veux-tu? Alors on va gueuler dans la rue, il va y avoir des manifestations dans tous les sens. Mais comment veux-tu que tous ces gens si différents, qui n'attendent pas la même chose de la France, réussissent à marcher ensemble, main dans la main, pour initier un mouvement insurrectionnel ou révolutionnaire? Il nous faut un leader, Eric, tout simplement. Il suffit qu'un leader émerge pour fédérer tout le monde et tu vas voir que les gens vont suivre. André Berkoff. Oui, je suis d'accord. La nature a horreur du vide et évidemment qu'il faut des représentants. Aujourd'hui, je n'en vois pas un. C'est pas le problème. On va voir ce qui va se passer. Je veux pas rentrer dans la politique dite politicienne. Pourquoi il y a un ras-le-bol? Il faut vraiment revenir à ça. Il y a un ras-le-bol pour plusieurs raisons. Et effectivement, quand vous dites, Eric, que les ras-le-boleurs ou les râleurs sont divisés, bien sûr, les frondeurs, au sens général. Mais ils ont un ras-le-bol pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y avait les 30 glorieuses, tant qu'il y avait du foin dans l'auge, tant qu'il y avait de la soupe dans la marmite, très bien, on pouvait râler, on pouvait dire ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, 2000 milliards de dettes. Aujourd'hui, les inégalités dans les régimes spéciaux, dans tous les statuts, qui sont flagrants partout. Aujourd'hui, la fuite des cerveaux, la fuite des capitaux, etc., etc. Aujourd'hui, le pouvoir qui tous les jours, encore Ségolène Royal hier, annonce des choses pour les démentir le lendemain. Il y a une situation d'implosion dans ce pays. Et à un moment donné, vous savez, en France, l'histoire de France a toujours été ça. Et quand vous dites, Eric, je ne veux pas dire que vous êtes comme Louis XVI, mais rappelez-vous ce qu'avait écrit Louis XVI dans son journal le 14 juillet 1789, rien. Il ne se passe rien. Je rappelle aussi qu'en 68, on aime pas 68, Pierre Viançon, porté dans Le Monde, avait écrit 15 jours avant, la France s'ennuie. Ouais. Il se passe rien en France, tout le monde va accepter, tout le monde râle. Sauf que des manifs pour tous au bonnet rouge, en passant par un certain nombre de gens, je ne dis pas qu'ils vont s'agréger dans un parti. Mais ils peuvent pas. Comment pourraient-ils s'agréger? Ils se détestent entre eux. Mais je vais vous dire ce que dit Nicolas, et il a raison. À partir du moment où il y aura des hommes ou des femmes qui vont formuler cette insatisfaction, la formuler vraiment, en montrant par exemple que des millions des Français de l'intérieur, vous savez, le périurbain, ont émigré des cités dans les périphéries et dans le périurbain parce qu'ils ne pouvaient plus vivre chez eux. Il y a des problèmes comme ça qui ont été niés pendant des années parce que c'était pas politiquement correct de le dire. Bon, même chose pour les emplois, même chose pour le mur de verre, même chose pour cela. Or, c'est un pays formidable, la France, c'est vrai. 5e puissance économique du monde. Beaucoup de gens font des choses formidables, mais en même temps, sur le papier, même dans la réalité. Ouais. Mais le problème, c'est que vous avez, et je regrette d'employer ces mots, c'est vrai, vous avez les Ménines de Velázquez, vous avez une élite qui se coagule, qui se congratule et qui vit en vase
plus ou moins clos. Elle a beau dire des choses, mais elle ne le fait pas. Mais aujourd'hui, on te dit de le faire, il faut y aller. André, je vous accuse de tenir des propos généraux formidables. Je vous écoute, je suis séduit par ce que vous dites. Mais la France, c'est des millions de Français qui sont devenus des allocataires, des ayants droit qui ne travaillent plus. Et ceux-là n'ont pas les mêmes intérêts que les pilotes d'Air France, n'ont pas les mêmes intérêts que les chômeurs qu'on est en train de pressurer un petit peu maintenant, qu'on va pressurer, que les notaires, que les taxis, que la CGT, les ouvriers de l'industrie qui voient des pans entiers de leur business s'effondrer. Vous parlez des corporatismes divers et variés. Et de moi, par exemple, quand je dis moi, de ceux qui sont un peu à moi, dans le même état d'esprit que moi, qui pensent qu'il y a trop d'États et c'est scandaleux de verser 70 milliards d'allocations familiales chaque année à la France. On est divergents, personne n'est d'accord. Le problème n'est pas qu'il y a trop d'États ou moins d'États, c'est le problème qu'il y ait mieux d'États. Et je vous donne 2 exemples. Un pris à droite, l'autre pris à gauche. Monsieur Ronald Reagan, quand il y a eu la grève des aiguilleurs du ciel, il a amené l'armée. Pendant 1 an, ça a tenu, eh bien les aiguilleurs du ciel ont cédé. Monsieur si vous prenez par les sentiments avec Ronald Reagan, alors Berkoff, je vote pour vous. Non mais je prends un socialiste qui s'appelle Gerhard Schröder, il a fait le plan 2000 en Allemagne, et ils se sont serrés la ceinture, ils ont fait ce qu'ils ont fait, même si l'Allemagne a des difficultés. Vous savez ce qui se passe? Des intellectuels, on en chie tous les jours. Des intelligents, on en chie tous les jours. Le problème, c'est un problème de colonne vertébrale et un problème de courage. Tant qu'on n'aura pas des gens qui ne diront pas, ah, cher client, mais oui, vous allez voter pour moi, donc je vais vous remplir ce qu'il faut. Pas d'austérité, c'est sûr. On va avoir les mêmes causes qui produiront les mêmes effets. Quelle lâcheté nos politiques quand même. Quelle lâcheté. Ils sont tous Sarkozy qui n'ose pas aller au bout de la réforme des retraites. Là aujourd'hui, on voit bien, c'est zéro réforme quoi. Les réformes qui sont initiées sont très ténues quand même. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme des lions, ils se comportent comme des chapons. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à leur réélection. Il faut faire juste un mot comme ça, un quinquennat ou un septennat non renouvelable. Première chose, ok, on te fait un CDD, mais tu restes en CDD. La politique doit être, comme disait Matteo Renzi, le Premier ministre italien, un CDD et pas un CDI. Pas quand on voit tous ces gens qui commencent à 20 ans jusqu'à 70 ans ou 80 ans en politique permanente. C'est pas possible. Christophe m'appelle de l'Essonne. Nicolas, tu restes avec nous, mon cher Nicolas. Hein Merci, Eric. Christophe m'appelle de l'Essonne. Il est assureur. Il a 35 ans, cher Christophe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes où dans l'Essonne? Près d'Atis-Mons. Près d'Atis-Mons. Bon, Christophe, vous êtes comme Nicolas, vous. Alors, vous prophétisez aussi l'arrivée irrévocable. Prophétiser est un bien grand mot. Enfin, vous pensez que ça va nous tomber sur la tête, la grande révolution, quoi. Qu'il va y avoir un grand mouvement qui va tout fracasser en France. Un grand mouvement, on va dire. Quand moi je m'intéresse à l'histoire, donc à toutes les révolutions qui sont passées ou les soulèvements, pour passer à une révolution, ça serait trop gros. Mais on pense à tort souvent que c'est le fait d'une majorité, et en fait non, c'est souvent le fait d'une minorité très organisée. Tout à fait, c'est toujours d'ailleurs. Donc moi ce que je pense, c'est que je vois plus ça arriver. Ça veut dire que une étincelle et puis une communauté assez organisée qui prendrait toutes les frustrations du pays derrière elle, quoi, quelque part, et s'ajouterait à cette organisation un peu organisée quelque part. Mais quand on parle de soulèvement, quand on parle, Christophe, c'est important. Oui. Les mots. Moi, je parle pas d'une victoire électorale du Front National. C'est pas ça dont on parle. On parle. Personne ne parle de ça. D'accord, on est bien d'accord. Donc, on parle bien d'un soulèvement social avec des gens dans la rue, de la violence, de la casse. Malheureusement, oui. C'est souvent, malheureusement, ça passe par là. Donc pour moi, d'après les constats que je fais de la société, c'est que tous les voyants sont au rouge, quoi. C'est que si tout le monde là fait des petites critiques ou des grosses ou plus ou moins des grosses colères à droite à gauche, un peu désorganisées, et que il suffirait que des pans se rejoignent, sur, comme vous disiez tout à l'heure, sur certaines valeurs ou sur certaines idées communes. Christophe, et puis ça pourrait partir, quoi. Donc c'est inquiétant. Vous prenez la voiture, vous habitez en région parisienne. Tout à fait. Regardez les gens dans les embouteillages quand vous êtes le soir dans l'Essonne, que vous rentrez chez vous, que les routes, les voies rapides sont pratiquement ralenties. Regardez la capacité à supporter, à endurer des Français, ces femmes, ces hommes qui rentrent du travail, qui sont coincés à 18h30, alors qu'il y a les enfants, ou plus tôt, ou plus tard d'ailleurs, peu importe, il y a les enfants qui sont à la maison, et ils restent là sans rien dire, en écoutant la radio.
suis d'accord avec vous. Ces gens-là, ils vont pas se révolter. Ils ont appris, ils sont résignés. C'est fini. Oui, je peux être d'accord avec vous. Ça veut dire que là, vous soulevez un point important. C'est-à-dire que oui, par exemple, dans un embouteillage, on va remarquer ça, que les gens, oui, comme vous dites, vont suivre à peu près comme des moutons, sans s'énerver. Et puis, il suffit qu'il y ait, comme je vous dirais, un petit événement qui se passe et ça peut dégénérer très vite. Moi, je l'ai vécu sur les routes que je prends et on est choqué des fois de voir même, je veux dire, une bonne mère de famille sortir de sa voiture, insulter tout le monde, limite aller se battre. Ouais. Ça, je le voyais pas il y a 10-15 ans. Je voudrais aller juste Christophe, je vais aller dans votre sens. Vous savez, il y a une chose très simple, la théorie du signe noir. Vous savez, les signes sont blancs. Oui. Et à un moment donné, il y a un signe noir. On ne sait pas pourquoi, comment il arrive, il est là. C'est la théorie du cône de sable. Je voudrais la donner, c'est pas long. Un cône de sable. J'adore les théories. Il tient le cône de sable, absolument magnifique. Un cône de sable dans un bac à sable. Un cône de sable dans un bac à sable. Ouais. Vous amenez un grain de sable d'un demi ou d'un dixième de millimètre. Vous le mettez sur ce cône de sable, il s'effondre. Vous savez, je vais vous donner un exemple historique. Allons pas très loin. L'Empire soviétique, qui aurait dit 2 ans avant la chute du mur de Berlin, 1 an avant la chute du Berlin, que l'Empire soviétique allait s'effondrer comme une espèce de termitière sans guerre. Donc, pas Mitterrand en tout cas, puisqu'il n'y a jamais cru. Mais si l'Empire soviétique s'est effondré comme il s'est effondré, vous pensez bien qu'un système comme le système français, il peut aussi vraiment se bouleverser. Nicolas, je reviens à Nicolas, notre premier auditeur. Je déteste ce mot auditeur, mais il n'y en a pas d'autre. Alors bon, Nicolas, c'est pas un auditeur, c'est Nicolas, voilà. Comme si c'était un statut auditeur. Chers auditeurs. Chers auditeurs, bonjour. Nicolas, oui, tu as quelque chose à ajouter à ce qui vient de se... Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la politique. Aujourd'hui, la politique, il y a la droite, la gauche, etc. On a tous des idées différentes, on est d'accord. Oui. Là-dessus, c'est pas les mêmes partis. Et mais on se rend compte qu'on est tous en ras-le-bol. Donc ça veut dire que c'est plus une question de politique ou de choses comme ça. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment une révolte où tout le monde en a ras-le-bol. Ça veut dire que cette révolte, chacun fera la révolte par rapport à ce qui le concerne directement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça pour tout péter, d'accord, mais le lendemain matin pour se mettre autour de la table quand on a dessoulé, entre guillemets, ça me paraît compliqué avec l'éventail très large des revendications qui sont multiples. Oui. Eric, vous ne tenez pas compte de l'alchimie des mouvements sociaux et des bouleversements. Quand il passe quelque chose qui change la donne, les gens qui vont se retrouver ne seront plus les mêmes. Ils n'auront plus les mêmes réflexes exactement qu'ils avaient avant. Aujourd'hui, encore une fois, regardez, un exemple encore, parlons de la sécurité. Quand vous avez le numéro 3 de la gendarmerie, le général Soublé, qui a dit, on en a beaucoup parlé, que 65% des cambrioleurs des Bouches-du-Rhône sont immédiatement relâchés, ils ne sont même pas gardés. Extraordinaire. Formidable, cette histoire, vous avez dû en parler. Fabuleux, j'en ai parlé, oui. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le général Soublé a été mis au placard, je sais pas s'il est à la... Il s'occupe des forces de sécurité dans les dom-toms. Voilà, magnifique. Bon. C'est-à-dire que ça, les gens, ils le vivent dans leur quotidien, cette insécurité. Beaucoup de gens le vivent. Évidemment, pas les gens qui ont des villas et des maisons protégées, mais beaucoup et des millions de gens le vivent. Alors ces gens-là, vous pensez qu'est-ce qu'ils parlent? Ils disent, bon, ok, j'accepte, jusqu'au moment où se produit. Et dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça, le déclic. Alors je ne sais pas quand il se passera, mais je suis presque persuadé qu'il se passera. André Berkoff, j'ai 2 requêtes à vous demander. Un, d'abord, bon, ça vous allez aimer, vous m'expliquerez le titre de votre livre qui s'intitule quand même Bernard Tapie, Marine Le Pen, la France et moi, chronique d'une implosion annoncée. Vous me direz tout ça dans 1 minute. Et la deuxième chose, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, nous raconter à nous tous, là on est des centaines de milliers, l'histoire de Mitterrand dans les Hollande dans les années 80, que vous avez réussi à mettre dans un scénario incroyable. Cette histoire est fabuleuse. Sur France Inter, vous l'avez fait témoigner. Il s'est fait passer pour un type de droite. Oui, en fait. Non, vous la raconterez tout à l'heure. Vous êtes d'accord ou pas? Absolument. Parce que Camille me disait non, il va pas vouloir la dire. Très bien. Bon, formidable. Rien de secret. Génial. André Berkoff tout à l'heure. Mais alors, mesdames, messieurs, annulez tous vos rendez-vous si vous avez des rendez-vous avant 14h. Restez, parce que je vous assure que cette histoire, vous la raconterez ce soir et demain soir et après-demain soir à table à vos copains, à votre famille, à votre amant ou à votre maîtresse.
Camille, ça vote comment? Alors, si vous pensez que les Français sont trop passifs et résignés pour faire la révolution, vous allez voter carrément d'accord avec toi, Eric. Mais si vous pensez au contraire, comme André Berkoff, que la France est au bord de l'implosion, eh bien, c'est carrément pas d'accord. rmc.fr et par SMS au 610 71. J'embrasse Nicolas, 32 ans, des Bouches-du-Rhône. J'embrasse Christophe, 35 ans, de l'Essonne. Vous avez été formidables. Merci les amis. Dans un instant, c'est la partie 2 de l'émission. Ciao. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Vous votez sur rmc.fr, c'est gratuit. Est-ce que vous pensez comme Berkoff, André Berkoff, mon invité aujourd'hui? Est-ce que vous pensez bien que la révolution, le soulèvement, l'insurrection sociale en France, c'est pour bientôt? Ou est-ce que vous pensez comme moi que les Français sont trop résignés, trop mous, trop passifs pour enclencher un vaste mouvement national? Je dis pas une grève, hein, un vaste mouvement national qui s'apparenterait à une révolution. Voilà. Vous faites votre choix, vous votez sur rmc.fr, que vous soyez en pause déjeuner, dans votre voiture, que vous soyez, je sais pas, moi, chez votre maîtresse, chez votre amant. Je vous la fais à chaque fois, celle-là. Votez, mesdames, messieurs. J'ai besoin d'avoir un résultat important à 14h pour me faire une opinion sur ce sujet. Sommes-nous en situation pré-insurrectionnelle? Vous savez que il n'y a pas que Berkoff qui pense ça, c'est un certain nombre de politiques commencent à amorcer ce scénario. Donc, est-ce que ça vous semble juste ou pas? Voilà la question. André Berkoff, ce livre, sous-titre Chronique d'une implosion annoncée, d'accord, c'est ce dont on parle depuis une demi-heure, mais le titre, Bernard Tapie, Marine Le Pen, la France et moi, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire très exactement les 3 crises dont je vous ai parlé. Première chose, crise économique. J'ai rappelé simplement, et ça fait 30 ans et c'est étonnant, il y a 30 ans, rappelez-vous vraiment presque jour pour jour, Bernard Tapie, le roi de l'entreprise, le roi de l'aventure, c'était vraiment le type qui remplissait Ambition, les émissions, il remplissait les stades, etc. Et il était l'emblème de la gauche, qui veut l'entreprise, qui aime l'entreprise. Mitterrand, qui le fait ministre, etc., etc. 30 ans après, pratiquement jour pour jour, Manuel Valls a une standing ovation devant le MEDEF, va chez Angela Merkel, il dit « Ich lebe dich, l'entreprise ». Il va à Londres et dit « My government is pro-business ». On a l'impression qu'à chaque fois et qu'à chaque génération, les socialistes redécouvrent l'entreprise comme M. Jourdain la prose. Il s'est rien passé en 30 ans. Rien. C'est hallucinant. Rien, c'est juste des mots. Les Allemands ont fait Bad Godesberg, on sait que depuis longtemps qu'il y a une social-libéralisme, on le redécouvre. Et alors, attendez, cerise sur le gâteau, monsieur Macron, qui connaît un peu la banque, se permet de dire quelque chose, et monsieur Eckert, son secrétaire d'État au budget, dit « Oh, mais monsieur Macron, il est un peu frais. Quand est-ce qu'on va sortir de cela ? Faites une vraie politique, et ils font, peut-être Valls fait une bonne politique, mais encore une fois, nous nous retrouvons devant cette espèce de déni sémantique de langage de réalité qui accouchera, encore une fois, des soulèvements prochains. Quant à Marine Le Pen, pardon, alors ça c'était pour Bernard Tapie, effectivement, les socialistes redécouvrent tous les 30 ans le fil à couper le beurre. Et Marine Le Pen, c'est ce que c'est très simple, c'est toute une partie du peuple français qui a été abandonnée par la gauche et par la droite, en profits et pertes. C'est pas très intéressant, ils se descendent pas dans la rue, ils font pas de trucs, ils sont des moutons qu'on peut tondre, les périurbains, les gens qui habitent dans les petits, qui sont 60% de la population, petits commerçants, petits artisans, ouvriers, etc., ruraux, agriculteurs, petits agriculteurs, tout ça, ouais, mais on s'en fout, il y a pas de problème, il y a pas des lobbies, il y a pas des syndicats, il y a pas de problème, on y va. Ils ont été abandonnés. Et donc, ils vont chez qui? On sait où il est. Ne répondez pas tous à la fois. André Berkoff, vous aussi, en 30 ans, vous avez fait un sacré bout de chemin. Moi, dans mon logiciel personnel, vous étiez un journaliste engagé de gauche, un homme de gauche. Il y a quelques années, vous avez fait un bouquin pour dénoncer le Sarko-bashing, et à peu près en même temps que le mien, d'ailleurs. Et maintenant, alors que la gauche est au pouvoir, vous êtes d'une cruauté et d'une dureté avec elle, et pas après 2 ans de pouvoir. Hein. Vous avez d'emblée taper un peu sur la gauche et sur Hollande. Hein. Parce que c'est pas moi qui suis passé à droite, c'est la gauche qui est passée à droite. Et la gauche est passée à droite sans vouloir le dire. Et la droite, elle a implosé depuis longtemps. Hein. Elle, alors c'est formidable. Elle est déjà dans les élections présidentielles. Enfin, vous hurlez de rire. C'est-à-dire, le problème vraiment,
c'est qu'en politique aujourd'hui, je veux pas être méchant avec les politiques, mais ils se comportent, alors que certains sont brillants, comme des troisièmes couteaux. C'est quand même formidable. On a affaire à une cour de récréation, à gauche comme à droite. C'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent prendre le relais. C'est plus possible qu'on continue comme ça, avec des déclarations et des paroles contradictoires. Il y a des choses, il y a des gens formidables en France qui prennent le relais. Et le problème aujourd'hui, il est là. Vraiment. C'est une question de colonne vertébrale, de formulation et de tout dire. Alors, mesdames, messieurs, il est 10h35. Je vais faire un peu de teasing. J'ai jamais fait ça. Je vais devenir un vrai moderne. Mesdames, messieurs, le scoop, la petite anecdote que je vous promets du camarade André Berkoff. Je vous l'envoie à 45. Tiens, vous l'aurez pas avant. 45. Ça va vous obliger à rester là, sur cette station d'autoroute minable, avec votre sandwich dégueulasse et humide, à rester encore un quart d'heure dans la voiture. Mettez le fauteuil en position. Voilà. Allongez-vous un petit peu, finissez votre sandwich paisiblement, montez le son, le Berkoff arrive dans 10 minutes, enfin la fameuse anecdote qu'il va nous raconter, elle est saisissante, hein. Si vous la connaissez pas, elle est absolument saisissante. Vous allez voir que je suis pas en train de surjouer, vous serez sidérés. Mais en attendant, il me semble logique de prendre au téléphone Michel et Rodolphe. Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Brunet. Rodolphe, bonjour. Bonjour, merci. Alors, on commence avec Michel. Vous avez 54 ans, vous m'appelez du département de la Marne. Vous êtes où dans la Marne ? De Reims, exactement. Ah, ben Reims, magnifique. Oui, beaucoup de veaux là-bas. Beaucoup de Bon, dites-moi, est-ce que vous êtes de ceux qui s'inquiètent de la possible révolution, du possible soulèvement social qui pourrait intervenir dans les prochains mois, ou vous pensez que tout ça c'est encore de l'exagération de la part de Berkoff ? Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'y crois pas du tout. Vous étiez d'accord avec ça, je crois. Totalement. Moi, j'y crois pas du tout à la révolution. Les Français sont trop résignés pour moi. Je vais vous donner les raisons. Mais non seulement résignés, mais soumis. Je vais vous donner les raisons. Il y a des choses qui sont symptomatiques. Moi, je côtoie toutes sortes de gens, toutes sortes de catégories sociales, je suis dans les affaires. De Gaulle disait que les Français sont des veaux, et c'est d'actualité. Pourquoi ? Quand vous voyez par exemple que les gens descendent dans la rue, toujours défendre un mariage homosexuel, auquel je n'ai pas de problème avec ça, de débat. Mais franchement, on marche sur la tête. Quand on voit des corporations, un coup c'est les routiers qui font grève, un coup c'est les enseignants, un coup c'est d'autres, mais on prône l'individualisme, on est d'accord, dans le comportement, si on analyse sociologiquement le comportement des gens, c'est chacun pour soi. Comment voulez-vous bouleverser un gouvernement comme en 68, comment ça s'est passé, avec des gens qui sont individualistes et qui ne voient que leur petite personne et qui sont incapables, en corporation, et ne parlons pas des syndicats parce que là, je vais leur faire leur procès, sont incapables de se mettre ensemble pour une seule et même raison et les mêmes buts. Quand vous voyez que des gens meurent de faim, quand vous voyez que des gens n'ont même plus de quoi se nourrir, ont des retraites, qui ont travaillé toute leur vie, quand vous voyez des choses plus graves, Tiens, ça a été coupé, pardon Michel, mais André Berkoff, mais pardon, c'est l'argument que je vous ai servi tout à l'heure, mais c'est vrai, les gens sont individualistes et ils ne manifestent que pour leur gueule. Mais Michel, ce que dit Michel, c'est tout et son contraire, pour une raison très simple, c'est qu'il vient de dire, là, quand des gens, le 15 du mois, qu'on a dit, ne peuvent même plus se nourrir, quand vous avez des gens et des retraites qui sont ponctionnées. Vous savez, les jacqueries ont commencé quand, en 88, 89, et encore une fois, comparaison des paraisons, avec les impôts, avec la dîme, avec la taille, avec la gabelle. Bon. Et puis on parle de, ah ouais, les Français sont des veaux. Mais en 68, mais ils étaient encore plus veaux. 3 mois avant mai. Mais écoutez, c'était le plein emploi. Il y avait tout qui allait très bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces crétins d'étudiants, à se révolter? Et que les ouvriers, qui étaient quand même pas mal à l'époque, où il y avait qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait même pas de 500 000 chômeurs en France, il y avait beaucoup moins que ça. Les ouvriers qui suivent, grève générale pendant 3 semaines. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on raisonne aujourd'hui, et vous aussi Eric, et c'est normal, avec la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. On croit qu'il ne peut pas y avoir de changement. Encore une fois, je crois qu'à un moment donné, quelque chose met le feu à la plaine. Je dis pas que ça va être l'apocalypse. Je dis simplement qu'il peut y avoir une espèce d'union des mécontentements, d'union des choses qui soient autour d'une bonne formulation. Alors, quoi, j'en sais rien, encore une fois. Mais le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans des situations beaucoup plus dures. Or,
si on arrive à faire les réformes, regardez, il s'est passé en Angleterre, ça s'est passé en Allemagne. Alors si on a un gouvernement qui fait les réformes, qui oblige à faire les réformes, en dépit, alors il y aura des gens dans la rue, tout ça, et ça passera. Mais si vous n'avez pas des gens qui se refilent la patate chaude depuis 40 ans, vous savez, il n'y a pas eu un budget en équilibre depuis 74 en France. Hein. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas en ne faisant pas les réformes qu'on évite le soulèvement? Parce que c'est tranquille de pas faire les réformes. À la Chirac, c'est-à-dire, ouh là là, on va pas vexer les Français, comme dans les grands mouvements de 95, on fait machine arrière sous Juppé. Absolument. On fait machine arrière, il y aura pas de soulèvement. Sauf qu'aujourd'hui, la machine arrière, vous arrivez dans le mur. Ouais. Et non seulement dans le mur, dans le fossé. Ils s'en foutent complètement. Bien sûr. Ils préfèrent la paix sociale. Ceux qui nous gouvernent, à droite comme à gauche, préfèrent la paix sociale plutôt que la révolution. Oui, mais quand la paix sociale devient le paix social. Quand vous avez des gens qui n'ont plus de quoi manger, et c'est vrai, et c'est pas seulement dans les restos du cœur. Quand vous avez des gens qui sont vraiment acculés, quand vous avez des gens qui voient qu'ils ont cotisé et travaillé toute leur vie, et qu'ils ont des retraites absolument lamentables, une sécurité sociale qui s'effiloche, alors que d'autres ont l'aide médicale d'État, etc., oui, etc., etc. Je suis d'accord. Vous savez, il y a quelque chose qui est là, qui est du ressort de ça suffit comme ça. C'est-à-dire, vous verriez un mouvement avec les plus fragiles d'entre nous, on va dire, c'est-à-dire en gros les pauvres. Vous voyez un mouvement qui s'agrège peut-être avec les déclassés, avec les retraités qui ne touchent pas, qui perçoivent des retraites très modestes. Effectivement, avec des chômeurs également qui sont victimes de. Voilà. Et puis pas seulement des agriculteurs, des petits commerçants, des petits artisans qui crèvent. Vous savez, moi, j'ai vraiment enquêté pour ce livre-là. Il y a des gens qui sont au bord du suicide, qui ont failli se suicider. Moi, il y a des gens qui ont raconté qui n'en pouvaient plus avec leurs charges, etc. Mais je sais, j'en parle sans arrêt. Moi, c'est les pires. Ils sont encore plus pauvres que plus à plaindre, que les chômeurs, car un artisan, quand il ferme 150 PME, c'est-à-dire artisan commerce, tous les jours qui ferment, 150 chaque jour. Voilà. Eux, quand ils ferment, ils n'ont pas le droit au chômage. On trouve ça parfaitement alors normal. Ils sont des indépendants, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et comme ils gueulent pas, comme ils sont. Non, sauf qu'un jour, moi, enfin, c'est ma conviction, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Encore une fois, je ne le souhaite pas, mais à un moment donné, vous savez, les gens, vous les frappez, vous les acculez, à un moment donné, ils se basta cosy. Rodolphe, donc, m'appelle de Paris. Il a 27 ans, mon cher Rodolphe. Bonjour. Bonjour, Eric. Alors, révolution, en tout cas soulèvement dans les prochains mois, selon vous, ou paix sociale? Bah non, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Berkoff. Et pas du tout d'accord avec vous, parce que moi, je sais, j'étais ancien policier. Vous avez affaire à toute la misère sociale qui puisse exister, et ainsi affaire à des gens qui sont, on va dire, de classe moyenne ou classe riche. Moi, je peux vous dire que vous avez affaire quand vous êtes policier, quand vous intervenez, vous voulez dire, ou les policiers en général? Vous parlez de quoi? Les policiers en général, quand ils interviennent, ils voient de tout. Toute la misère sociale, ce que M. Berkoff disait, que des gens qui n'ont plus à manger, des gens qui sont dans la détresse sociale, etc. Vous avez aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire aux Français, vous allez payer ça, on va vous augmenter ça, on va vous augmenter ci. Mais derrière, les Français, ils peuvent plus payer aujourd'hui, c'est ça le problème. Et on nous dit qu'il faut payer, c'est simplement l'erreur de nos 40 dernières années de politiques incompétents. Quand j'entends encore là, on nous dit, alors là, il faut taper sur l'assurance chômage, il faut taper sur la caisse d'allocation familiale, il faut taper sur ci. Pourquoi on tape pas, pourquoi on supprime pas l'aide médicale d'État? Pourquoi on va pas chercher nos 6 milliards que l'Algérie, M. Bouteflika, nous doit? Surtout les frais de santé. Pourquoi on va pas chercher tout ça? On nous annonce, encore une fois aussi, l'écotaxe. Qui va payer la facture encore? C'est les Français. C'est le peuple. Et ça, si vous voulez, les gens, ils en ont marre. Et additionner ça, plus ça, comme disait M. Berkoff, tous ces gens-là vont s'additionner entre eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une révolution, les gens vont descendre dans la rue. Mais moi, Rodolphe, c'est plus possible. Entendons-nous, moi, sur le constat que vous venez de faire, je suis 100%, pas 99, 100% d'accord avec vous. Vous avez raison sur tout. C'est scandaleux, les 6 milliards de Bouteflika, tout l'AME, tout ça est scandaleux. Je l'ai dénoncé à ce micro. Mais je suis beaucoup moins, comment pourrais-je dire, presque optimiste que vous, sur la capacité de nos concitoyens à soudainement s'élever, mèche au vent, et de dire oui, c'est inacceptable, marchons main dans la main tous pour rénover, d'abord casser les institutions en place et aller, je sais pas, vers la 6e République ou de nouvelles institutions. Ça me paraît tout à fait naïf de penser ça, Rodolphe. Mais le passé l'a démontré. Vous avez eu mai 68. Vous avez eu. Oui, mais vous n'étiez pas né. Il y a eu la Révolution française. Oui, il y en a eu des événements. Mais bon. Moi, j'étais pas né. Par contre, quand ceux qui étaient nés qui m'en parlent, ils me disent qu'il y a eu toutes ces révolutions. Et finalement, aujourd'hui, on va arriver à une énième révolution parce qu'on est arrivé au bout d'un système qui ne fonctionne plus. Quand j'entendais Madame Pompili ce matin sur les grandes gueules, chez les GG, quand j'entendais ces derniers politiques qu'on entend tous les jours chez Bourdin, mais qui sont dans le déni, qui nous racontent des bobards,
ils pensent qu'on est débile. Ils pensent que le peuple français est bête. Sauf qu'arrivé un moment, les Français, ils voudront plus payer. Voilà. Et la grande, je suis d'accord avec vous, ils nous infantilisent les politiques dans leur discours. C'est la grande nurserie, la grande nurserie. Et je pense, j'ai la faiblesse de croire, pardon pour ce petit côté un peu militant, mais je trouve qu'à gauche ils sont encore plus infantilisants qu'à droite. Ils sont pas parfaits à droite, hein. Ils nous prennent un peu pour des neuneux, mais les autres nous prennent pour des grands neuneux. Il y a une différence de degré quand même. Ouais. Ce que je disais encore avec des amis, on discutait politique hier soir. La gauche, la droite, tous ceux que vous avez au gouvernement, l'ancien gouvernement, ils bouffent ensemble dans la même gamelle. Quand vous voyez qu'un ministre, une fois qu'il est plus ministre, il touche encore son salaire pendant 6 mois, mais dans quelle boîte vous avez vu ça? Mais c'est invraisemblable. Et qui c'est qui paye? Eh ben, c'est le contribuable. Et il n'y a pas de problème. Et nous, on continue à payer. Voilà. Et les députés, etc. Et les députés. Moi, c'est mon grand combat, Rodolphe. C'est faire reconnaître le contribuable en France. Parce qu'on parle toujours de citoyens. C'est pour ça que, une émission sur 2, je commence par, contribuable, bonjour. Parce que, dans ce pays, le contribuable est méprisé. Et je me souviendrai toujours de ma grand-mère, qui me disait, Lucienne Brunet, elle me disait, quand on paie pas, on se tait. Quand elle allait poster son tout petit chèque trimestriel pour les impôts. Elle avait vraiment pas beaucoup d'argent, hein, mais elle disait, quand on paie pas ses impôts, hein, quand on paie pas, on se tait. Ça m'a toujours marqué, ça. Les contribuables, mesdames, messieurs, faut apprendre à les respecter. Comme disait une autre de mes idoles, après ma grand-mère, Margaret Thatcher, je sais pas si vous partagez ça avec moi, Berkoff, mais elle disait, il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables. Camille, les votes. Alors maintenant que on est presque aux 3/4 de l'émission, je peux donner quand même déjà une première tendance. Ah bah t'es bien gentil. Voilà, je suis bien gentil. Et bien pour l'instant, vous êtes 56% à voter carrément d'accord avec toi. Donc 56% à penser que les Français sont trop passifs et résignés pour faire la révolution en France. C'est serré quand même, Eric. C'est pas mal, c'est serré, hein, c'est serré parce que il joue à l'extérieur, Berkoff, hein, donc il est à 44%, c'est pas mal. Dans un instant, je vous l'ai promis, l'anecdote qui tue que j'ai déjà entendu moi, parce que Berkoff me l'a raconté, mais j'aimerais que vous l'entendiez. Et croyez-moi, elle est assez singulière. À tout de suite. RMC, carrément Brunet. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Camille, pourrais-tu nous lire les messages que tu as reçus? Alors, je vais commencer avec un message de Nicolas qui nous dit « Bonjour Monsieur Brunet, alors non, je ne suis pas avec ma maîtresse, bien que j'aurais préféré, mais je suis au travail. Je connais la galère, les salaires trop faibles, la précarité. Je pense que la France est déprimée face à l'ampleur des dégâts et se dit que descendre dans la rue et se révolter, malheureusement, ça ne changera rien. Ça ne changera finalement pas grand-chose, mais il va tout de même falloir que ça change vite. Bonne journée à toute l'équipe. Mireille, elle nous dit... Désemparée. Bah oui, c'est ça. Oui. Mireille nous dit, mais qui pourrait faire la révolution française? Et ça, c'est génial. Elle nous dit plusieurs exemples. Alors, pas les riches, qui ont les moyens de ne pas se laisser embêter et qui ont les moyens d'aller vivre ailleurs, là où ça leur convient mieux. Petit 2, pas les fonctionnaires, qui ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Petit 3, pas la classe moyenne, qui est complètement anéantie, découragée, sans force pour faire la révolution, un peu comme Nicolas, le message d'avant. C'est trop tard, la classe moyenne rêve de devenir riche pour pouvoir partir de France. Et 4, pas les pauvres, qui sont assistés, qui vivent grâce à l'argent de leurs voisins, qui ne paient rien et qui reçoivent des allocations en plus. Ils ne vont pas risquer de faire la révolution pour perdre leurs privilèges. François... Privilège, entre guillemets, privilège de la classe moyenne, entre énormes guillemets. François nous dit, bonjour Eric, alors pas plus tard qu'hier sur mon profil Facebook, j'ai mis une photo de la Révolution et j'ai cité la fameuse phrase de Louis XVI. C'est une révolte? Non sire, répond La Rochefoucauld, c'est une grande révolution. Louis XVI à l'époque minimise les événements de la veille, un certain 14 juillet, le réveil sera brutal. Eh bien 225 années plus tard, c'est la même chose Eric. Aline nous écrit de Toulon, oui, les Français se révolteront s'il y a le leader ou si le mouvement vient de l'armée. Sinon, nous sommes trop ancrés dans notre petit confort pour descendre dans la rue malheureusement. Alexandrine nous dit, nous avons l'image d'un peuple révolutionnaire. En 1789, le peuple s'insurgeait contre les privilèges. Aujourd'hui, ça a bien changé. À tout de suite. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, carrément Brunet, Eric Brunet. Ouais, André Berkoff. Alors, tout le monde n'est pas prêt à la révolution que vous, je dirais pas que vous appelez de vos voeux, mais que vous sentez venir, hein. Évidemment, tout le monde n'est pas prêt, mais je crois qu'un de vos auditeurs, Eric, a répondu. Ça se fait par des minorités. C'est toujours des minorités. Ce n'est pas le peuple dans un qui va foncer. C'est des gens déterminés, des hommes et des femmes déterminés, qui vont dire
on ne peut plus continuer comme ça. On va pas revenir sur l'inventaire, mais je crois vraiment qu'on est à la ligne rouge. On est au franchissement de la ligne rouge et je pense qu'on va le voir dans les mois ou dans les 2 ans à venir. Bon, mesdames, messieurs, 13h51, je vous l'ai promis, voilà la super méga anecdote d'André Berkoff. On est en 1983, il y a donc 31 ans. Vous publiez un livre qui s'intitule De la Reconquête. Mitterrand est donc au pouvoir depuis 2 ans, la gauche est au pouvoir. Et vous le publiez sous un pseudonyme, ce livre, Caton. On en parlait énormément à cette époque. Pourquoi vous aviez choisi un pseudonyme d'ailleurs à l'époque ? Tout simplement parce que toute l'astuce dont j'ai eu l'idée du pamphlet, c'était en 82 déjà, Delors avait annoncé la pause des réformes. Ouais. Et la thèse de Caton, c'est pas parce que ça s'appelait Caton qu'il y a eu un succès fou, c'est parce que je disais la gauche va gérer le capitalisme au moins aussi bien que la droite. D'accord. Et nous, la droite, nous ramasserons les morceaux. C'est-à-dire, je me faisais passer comme un homme de droite, de chez Giscard, qui regardait passer la gauche. Donc ça pouvait pas être Berkoff, ça n'avait aucun sens. D'accord. Donc, en gros, c'est un peu comme maintenant d'ailleurs, la gauche fait une politique de droite, hein. Voilà. C'était en 82. 83, voilà. Et nous, la droite, on se fera élire dans quelques temps, voilà. Et on récupérera les bénéfices de tout ça. Voilà. On attend de ramasser les morceaux. Bon. Exactement comme il y a 30 ans. Alors on est en pleine promotion de votre livre? Non. Oui. Avant, non. Pour la rédaction de mon livre, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Attali, qui à l'époque était conseiller spécial de Mitterrand, et je lui dis, écoute-moi, pour les chiffres, j'ai besoin de quelqu'un, lui avait été mis dans la confidence, et j'ai besoin de quelqu'un parce que je ne suis pas économiste. Il m'a dit, attends, j'ai dans mon équipe quelqu'un de très bien. Et je vois arriver un petit jeune, comme ça, un peu rondouillard, sympa, et il s'appelle François Hollande. Et François Hollande m'a aidé pour les chiffres. Et tout, je l'ai ça a été votre nègre, comme on dit en littérature, ça a été votre nègre pour les chiffres. Il a été mon collaborateur pour les chiffres, pour vérifier si les chiffres étaient bons ou pas. Et alors, et on arrive, c'est que, et puis, le livre sort. Ouais. Grosse promotion, gros truc, et toutes les radios disent, ah, mais on veut Caton, mais au moins envoie, mais il dit, pas question Caton ne se montrera pas, et tout le monde pensait que c'était Barre, Giscard, etc. Vous savez, il y a eu 50 Je me souviens, on disait, c'est Raymond Barre, c'est Giscard d'Estaing qui a écrit le livre. Et donc, il y avait qui? Il y avait déjà les Levaille, les Elkabbach et compagnie, sauf qu'ils connaissaient ma voix. Ouais. Et je me dis, à l'époque, il faut quelqu'un pour parler à ma place. Et qui? Quelqu'un de totalement inconnu qui s'appelait François Hollande. Non. Et donc François Hollande parle dans les radios en disant nous autres hommes de droite. Il avait d'hommes de droite. Ouais, mais alors il se fait passer pour un type de droite. Voilà, il était Caton à la radio. Ah, on écoute, c'est France Inter 83. Écoutez, c'est François Hollande. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Extraordinaire. Donc François Hollande, bon, si j'étais un peu taquin, je dirais il ment bien. Hein. Alors, nous pouvons, nous la droite. Oui, non, mais il joue un rôle, bien sûr. Mais alors, attendez, juste, je finis parce qu'il y a mieux. En 88, j'ai écrit un livre sur les élections présidentielles en 87 en les faisant passer pour des produits ou des voitures. Comment acheter votre prochain président de la République sans risque. Et c'est en 88, hein, en disant attention, les produits ne sont pas échangeables ni remboursables. Pour le reste, voilà. Donc, je parlais avec François Hollande, que je voyais assez souvent dans ces années-là, et il me dit qui tu fais? Je lui dis Le Pen, Chirac, Rocard, Mitterrand, tout ça. Il me dit tu sais, je connais très bien Delors et Rocard, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un nègre, parce que les 2 chapitres sur Delors et Rocard sont entièrement de la main de François Hollande. Voilà. Formidable, magnifique. Ah, ça, vous l'avez jamais dit, ça? Non. Ah, formidable. Bon, voilà, François Hollande, qui fut donc le nègre en 87-88 de l'ami Berkoff pour 2 chapitres de son bouquin. Conclusion, j'aimerais qu'on en termine avec chronique d'une implosion annoncée. Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi. Votre dernier bouquin, André Berkoff, paru chez First Document. Je fais bien la promo, hein. Vous avez dit, c'est propre, hein. Merci, Eric. Je donne le nom de l'éditeur et tout, First Document. Maintenant, calendrier du grand soulèvement français. Car alors, il faut vous mouiller un peu. Alors, attendez, justement, il ne faut pas passer de l'analyse politique à la prophétie, à la prophétie et à l'astrologie. Je veux dire que ça, c'est vraiment par essence des choses que personne d'entre nous, et moi le dernier, pourrait dire ça va se passer dans 6 mois. Ça, je laisse ça aux voyants, aux astrologues, etc. Ils savent ça. Elisabeth Tessier.
Voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous savez, 1500 d'histoire de France, quand même, la France, c'est pas un petit pays qui est né comme ça, et je fais pas un patriotisme. Je crois que la France a souvent montré qu'elle est capable de sursaut, comme disait le général. Et moi, je crois qu'il va y avoir un sursaut parce que, vous savez pourquoi? Même pas par luxe, même pas par morale, par nécessité, Eric. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup, André Berkoff, d'être venu nous voir. Merci. Merci à vous. Camille, je voudrais que tu me donnes le résultat de ce Brunet-Métrie aujourd'hui. Ça a été très très serré, Eric et André, et finalement c'est Eric qui gagne, mais de très peu, puisque vous êtes 52% à avoir voté carrément d'accord. 52% à penser que les Français sont trop mous, trop passifs, trop résignés pour faire la révolution. Merci mesdames, messieurs, je tiens à vous saluer parce que vous êtes d'excellents contribuables. RMC, les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Aujourd'hui, on remercie les contribuables de l'Aude. Je crois que c'est la deuxième fois cette semaine, ou en tout cas depuis quelques jours. Ils sont formidables. Ils ont décidé d'investir 1 million d'euros pour élargir 6 km de route près de Villard-Donnel. C'est pas très loin de Carcassonne. C'est formidable, hein. Alors, il y a un petit problème, c'est que la route départementale 73 en question est une route fantôme. Elle devait mener à un golf, à un complexe touristique, mais ils n'ont pas vu le jour. Alors, elle est quasi déserte. Il s'agit d'un des plus gros investissements du département, mais pour une route quasi déserte. Alors, le département dit que il est obligé d'engager des travaux pour rénover un système de canalisation trop vieux, mais bien évidemment, à Villard-Donnel, on fait la gueule parce qu'à Villard-Donnel, il y a que 535 habitants et ça coûte cher. Alors voilà, moi je trouve sympa parce que les contribuables, qui sont des gens toujours pas très réglo, hein, aiment bien faire des travaux sur les routes qui servent, mais je trouve que c'est beaucoup plus courageux d'initier des travaux sur des routes qui servent à rien. Ça prouve qu'on aime les routes, hein. On n'est pas dans le rapport à l'utile. Voilà, moi j'aime les routes, même les routes qui servent à rien. J'investis des millions et des millions pour montrer que c'est chouette le bitume. Bravo aux contribuables du département de l'Aude. Écoutez Carrément Brunet 24h